D'abord, qu'est-ce que la sémiologie? Parce que je pense que vous ne connaissez pas tous la discipline. Alors la sémiologie, qu'est-ce que c'est d'un point de vue étymologique? Sémio, c'est le signe, et logos, c'est la science. Donc sémiologie, que ça nous donne l'étude des signes et de leur organisation. Alors, les origines de la sémiologie, en fait, c'est une science qui a été influencée et composée par plusieurs disciplines, qui se nourrit vraiment de différentes approches, à savoir la linguistique. Donc ça, c'est l'étude des langues, de la structure des textes. Donc c'est une discipline assez ancienne. Les sciences cognitives, donc ça, c'est tout ce qui est attrait au cerveau, à la manière avec laquelle on réagit à la perception de la réalité. Il y a beaucoup de tests en consommation qui sont faits avec des chercheurs en sciences cognitives, savoir quelle couleur nous stimule le plus, quel son, quelle est la partie du cerveau qui réagit. Et donc, on peut améliorer, grâce à cette science, des communications. Et l'histoire de l'art, donc ça, c'est tout ce qui est l'approche de l'image et des couleurs dans un contexte culturel. On verra que c'est très important de toujours resituer les signes dans leur contexte culturel puisque leur signification en dépend. Donc, toute l'histoire de l'art va influencer notre approche. La typographie. La typographie, c'est toute la partie textuelle. En gros, c'est le look des textes, qu'on écrive en Arial ou en Times ou alors avec des typographies plus fantaisistes. Le sens qu'on donne au message n'est pas le même. Si j'écris bonjour à tous avec 5 typographies différentes, je ne vais pas communiquer de la même manière. Donc ça, c'est très important et on en est déjà conscient pour les logos, pour tout ce qui est sur les packaging, etc. La typographie joue un rôle très important. Et enfin, la photographie. La photographie, c'est aussi finalement la disposition des formes, la lumière, l'éclairage. Tout ça quand on fait des packshots, par exemple, ou quand on prend en photo différents produits, on signifie aussi à travers cette mise en image le sens de la communication. Donc le but de la sémiologie, c'est vraiment de maîtriser tous les facteurs qui donnent du sens à une communication. Sachant qu'il y a un proverbe en sémiologie qui dit qu'il est impossible de ne pas communiquer. C'est-à-dire que si vous êtes dans un avion à côté d'un voisin que vous n'aimez pas, c'est impossible de ne pas communiquer avec lui. Même votre silence et votre immobilité signifient quelque chose. Et c'est exactement pareil pour une communication en réel. C'est impossible de ne rien dire. Par exemple, si vous connaissez Maison Martin Margiela, c'est une création de mode. Tout est blanc, tout est vide, mais ce vide même signifie quelque chose. Voilà, donc le but, c'est vraiment, vu qu'on ne peut pas communiquer, de maîtriser tous les facteurs et de maîtriser au maximum tout ce qu'on va faire émettre vis-à-vis du destinataire. Alors la sémiologie, on peut l'appliquer à plein de supports différents, que ce soit un logo qui signifie l'essence d'une marque, le packaging, donc là on analyse ce qu'il y a dessus, mais aussi la forme, la prise en main, tout ça signifie quelque chose. Un tableau, voilà, pour cet été, quand vous irez dans les musées, vous pourrez appliquer les règles de la sémiologie aux œuvres que vous verrez. Un emailing, donc c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui en particulier. Un film aussi, par exemple, on peut très bien avoir des analyses de films où on va dire à droite de l'écran on représente telle et telle chose et à gauche c'est telle et telle valeur qui sont représentées. Et donc nous, dans la sémiologie appliquée au marketing, ce qu'on veut, c'est vraiment prévoir, analyser et agir sur le comportement du récepteur, qui est ici consommateur. Le but, c'est de l'intéresser à la marque, de fidéliser et de le pousser à l'action, c'est-à-dire déclencher l'achat. Donc pour ça, il y a vraiment plein de choses à faire. Et aussi, même si c'est pas le cœur de métier qu'on peut avoir, par exemple quand on est dans un supermarché, il y a aussi une sémiologie du sens de découverte. Chez Ikea, par exemple, il y a toute une sémiologie du parcours du consommateur dans l'espace. Au-delà des objets en eux-mêmes, au-delà du logo de la marque et de ses communications, on va s'intéresser à tout ce qui signifie au long du parcours, c'est-à-dire par quel espace on rentre, quelle histoire on raconte au consommateur. Tout ça, ça permet d'agir sur son comportement. Alors, que dit ma communication de ma marque à partir de tous ces supports de communication? Ça, c'est la première chose qu'on peut faire, c'est-à-dire prendre en main tous les supports de communication de votre marque et se dire, OK, maintenant, avec mon logo, mes communications,
mes parutions presse, mon magasin, qu'est-ce que je dis des valeurs de ma marque et comment je peux l'améliorer. Et le sens inverse, quelles valeurs je veux véhiculer et comment je peux les transmettre. Voilà, donc en fait le but c'est d'avoir ces deux approches qui se rencontrent pour optimiser les communications. Donc si jusque-là tout est clair, n'hésitez pas à me faire signe dans le petit chat si vous avez des questions. Alors souvent on me demande qu'est-ce que c'est la différence entre la sémiologie et la sémiotique. En fait, c'est pas exactement la même chose puisque la sémiologie, c'est le sens d'un signe, le sens d'un signe pour un individu donné dans un instant précis de l'histoire et même en consommation, les sens bougent très vite, c'est-à-dire qu'on n'est pas évidemment d'une décennie à l'autre, le orange n'aura pas la même signification, mais même on voit des évolutions tous les 3-6 mois. Et dans un environnement donné. L'environnement, c'est à la fois l'environnement culturel, mais aussi l'environnement du marché, c'est-à-dire que le sens de la couleur jaune en Europe et en Asie ne sera pas le même, mais même dans un même supermarché, le jaune au rayon alimentaire, petit déjeuner, et le jaune au rayon cosmétique n'aura sans doute pas le même sens. Donc en fait, tout le sens d'un signe est vraiment très contextuel. Par exemple, ici, ce qui est amusant, c'est de voir la signification du blanc à une même époque donnée et même dans l'histoire selon les lieux où on se trouve. Effectivement, chez nous, en Occident, le blanc est majoritairement synonyme de pureté. Donc, c'est quelque chose qui est associé au mariage, au baptême, à tous les événements de la vie où on a besoin de signifier ce genre de valeurs. Voilà, ça c'est le sens du blanc. C'est la propreté, la pureté. Alors qu'en Asie, le blanc, c'est le deuil, en fait, parce que le cadavre est blanc. Donc finalement, chez eux, le blanc est synonyme d'événements morbides et de passage dans un autre monde. C'est aussi le cas dans l'Égypte antique, où on a un sens encore différent. Pour eux, le blanc, ça leur rappelle la couleur de l'aurore et du jour qui se lève. Et donc, c'est vraiment une couleur associée aux joies et au faste. Donc, finalement, on voit que pour une même couleur, dans des endroits différents, on n'a pas la même chose. Et ça, c'est très important pour les marques internationales, que ce soit Total ou L'Oréal ou même des entreprises plus petites. Le jour où on décide de s'exporter, il faut repenser sa communication en fonction des significations culturelles. La sémiotique, en revanche, elle, c'est une méthode d'analyse qui est universelle et qui ne bouge pas. En effet, si la sémiologie, c'est-à-dire le sens d'un signe, bouge sans arrêt en fonction des gens, de l'époque et des lieux, la sémiotique, c'est-à-dire la méthode, peut être appliquée partout. Donc finalement, moi aujourd'hui, je vous parle de sémiologie appliquée à l'emailing, mais je devrais peut-être parler de sémiotique, puisque ce que j'ai envie d'expliquer, c'est la méthode que vous pourrez appliquer à toutes vos communications, où que vous vous trouviez, et à tout support. Donc c'est ça qui nous permet de décortiquer un message. Deuxième chose, qu'est-ce qu'un signe? La sémiologie, j'ai dit, c'était la science des signes, mais de quoi parle-t-on exactement? Donc on n'est pas en astrologie, hein, on sait pas. Les signes, c'est quelque chose de très concret. Le signe, ça peut être une image, une couleur, un son. Il y a aussi une sémiologie en musique. Ça, je ne suis pas experte sur le sujet, mais je vous laisserai faire des recherches. Un mot, une police de caractère, donc la typographie, un personnage ou encore un objet. Tout ça, ce sont des signes. Alors, Ferdinand de Saussure, c'est un des premiers sémiologues. Vous le connaissez peut-être. C'est quelqu'un d'assez connu dans la discipline. C'est le fondateur en fait de la sémiologie. Pour lui, il nous dit le signe se compose de plusieurs parties. Il y a déjà une réalité extralinguistique, c'est-à-dire quelque chose qui est physique. C'est le chien. Si on parle d'un chien, c'est le chien qui est à vos pieds, qui aboie et qui vous mord. Donc ça, c'est le référent. Et à ce référent, on a un signe linguistique qui est composé d'un signifiant qui est perceptible, c'est le mot chien, et d'un signifié, l'idée de chien. Donc, référent réel. Alors, tout signe se définit par rapport aux autres. Ça, c'est très intéressant. En fait, il n'y a de sens que dans la différence. Si vous voyez un feu rouge, quelqu'un qui ne connaît pas notre culture du tout voit ça, ça ne veut rien dire. En revanche, si à côté je mets ça, un bonhomme vert qui marche, là on se dit qu'il y a une opposition
et que donc il y a du sens qui se crée par cette opposition. Comment on peut l'appliquer, nous, dans notre réflexion? En fait, c'est très simple. Si vous avez, par exemple, Espace Direct, le logo, c'est un cube et un boomerang, je peux me dire qu'est-ce qui se serait passé, qu'est-ce qu'on aurait dit si on avait mis une flèche et une pomme, enfin, ou alors une sphère. Ça aurait pas dit exactement la même chose. Donc finalement, d'un point de vue presque mathématique, pour trouver le sens d'un signe, on peut toujours se demander qu'est-ce qu'il aurait signifié s'il avait été différent, voire opposé. Et en fait, on trouvera le sens par déduction en se disant il n'est pas ça, il n'est pas ça, donc il est ce qu'il est. Et là, vous trouverez la signification. Alors, un signe est polysémique, c'est-à-dire qu'il a plusieurs significations. Dans un même, je veux dire, dans une même époque, etc. Pour avoir toutes les significations d'un signe, pour un individu donné à un instant donné dans une culture donnée, il faut avoir une approche historique, c'est-à-dire le voir évoluer à travers les âges pour avoir tout son terreau finalement de signification, toutes ces strates, parce que la couleur rouge, par exemple, peut signifier quelque chose aujourd'hui, mais en mémoire collective, on aura tous des significations passées. Donc leur poids sera plus ou moins lourd par rapport à la signification actuelle. Il faudra toujours la prendre en compte parce que tout ça, ça va influer dans la conscience générale. Pareil, il faut aussi avoir une approche culturelle. Culturellement, qu'est-ce que ce signe signifie pour nous? Et enfin, commercial, puisque nous, c'est de ça dont on parle. Quelles sont ces significations commerciales aujourd'hui? Alors voilà, justement, l'exemple, la couleur rouge. Là, je vous mets plusieurs supports sur lesquels le rouge apparaît. Donc, on a des choses assez différentes. Ce sont des exemples actuels ou anciens et qui sont propres à notre culture. Donc, vous voyez, on retrouve la couleur et on sent qu'il y a des messages différents qui sont véhiculés. Alors, la signification culturelle et historique chez nous en Occident. Déjà, le rouge, traditionnellement, dans notre histoire culturelle, est associé au péché, au sang, à la souffrance. Donc là, vous voyez sur une image, on voit Marie-Madeleine avec un tissu rouge. Donc voilà, typiquement l'image de la prostituée dans la Bible qui a cette couleur avec elle. Ça, c'est un sens ancien, un peu désuet, mais qui est toujours très fort finalement, puisque c'est aussi le rouge qu'on va retrouver pour véhiculer d'autres messages amoureux, la passion, etc. La deuxième sens du rouge, qui peut être lié avec le premier finalement, c'est l'interdit. Dès qu'on veut signifier quelque chose d'interdit, de bloqué, le rouge sera là. À la fois parce que son sens fait appel à ça, à ces notions de péché, et aussi parce que visuellement, il est vraiment remarquable. Donc sur une route, par rapport à l'environnement, il va détonner. Donc il a un aspect pratique aussi. Le noir pourrait aussi signifier l'interdit, sauf que le noir sur une route en pleine nuit, on le verrait pas. Enfin, le rouge peut aussi signifier la passion, l'excellence. C'est quelque chose qu'on retrouve dans les codes du luxe, de l'alimentation. Et aussi l'action, la révolution. Voilà, le rouge est la couleur vraiment de la révolution. Donc là aussi, je pense que c'est parce qu'il est visible et qu'il y a toujours un goût d'interdit dans la révolution. Quelque chose qui rentre en contradiction avec une réalité établie. Donc voilà, finalement, ces quatre pôles de sens restent cohérents entre eux, même s'ils ont des éclairages différents. Dans le contexte agroalimentaire, le rouge est utilisé pour signifier l'énergie, mais aussi tout ce qui est marque, souvent les marques américaines comme McDonald's utilisent le rouge, voilà, Coca aussi. Et là aussi, je pense que dans ce contexte-là, il faut prendre en compte l'aspect ergonomique, c'est-à-dire la visibilité du signe rouge dans un environnement donné. Voilà, c'est quelque chose qui véhicule de l'énergie et qui est aussi très visible. Et aussi différent, l'excellence à la française qu'on retrouvait par rapport au signe de tout à l'heure sur la passion. Voilà, le rouge c'est quelque chose aussi qui signifie ça, le label rouge par exemple. Alors maintenant, comment on peut prévoir le sens et l'effet d'un signe? Parce que là finalement le rouge, en se renseignant un peu, on peut trouver des sens, c'est assez facile, mais il y a des signes parfois, on n'a pas toutes les clés en main sur Wikipédia pour trouver le sens du signe. Alors, par exemple, l'oiseau tuteur, c'est quelque chose de moderne. Si je tape signification sémiologique de Twitter, j'aurai peut-être
quelques blogueurs obscurs qui l'auront fait, mais si moi je veux aujourd'hui en trouver le sens, comment est-ce que je vais m'y prendre? Alors en fait, il y a 5 plans à prendre en compte quand on va analyser un signe. Déjà, le plan conceptuel. Je vois quelque chose, un signe, que ce soit l'oiseau Twitter, une couleur, un packaging ou Tintin, comme on a vu au départ, quels sont les signes possibles, et je me dis quelle idée il évoque. D'un point de vue vraiment abstrait et dépassionné, qu'est-ce que c'est? Bon, là, c'est assez simple, on a un oiseau. Donc l'oiseau, dans notre culture, on peut le rattacher à la liberté, à la paix, la colombe, à l'innocence. Ça, ce sont les principales valeurs conceptuelles qu'un oiseau peut évoquer. Si vous en avez d'autres ou si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez réagir sur le chat. Je tâcherai de prendre vos réactions en compte. Le deuxième plan à voir, c'est le thymique. Alors le thymique, qu'est-ce que c'est? Le thymique, c'est l'humeur. En fait, l'humeur est sécrétée entre autres par nos hormones, donc ça varie, surtout chez les femmes. L'humeur, ça peut être à la fois up ou down, c'est-à-dire qu'on peut à la fois de temps en temps être de bonne humeur et de mauvaise humeur, ou au contraire être dans un état stationnaire. Et l'humeur, c'est quelque chose qui peut changer toutes les heures, voire même toutes les minutes. Justement parce qu'on est sous l'influence à la fois de quelque chose de chimique et personnel, mais aussi l'humeur est en permanence stimulée par notre environnement. Quand il fait beau ou quand il pleut, on n'est pas de la même humeur en général. Si on a eu un coup de fil agréable ou désagréable, ça va changer. Et si on voit un oiseau Twitter, est-ce que notre humeur va être modifiée ou pas? Est-ce qu'avec mon packaging L'Oréal, je vais influer sur l'humeur des gens? Par exemple, si je choisis de créer un gel douche pour le matin, quelle couleur je choisirai et pour la nuit sera différent. Le but avec ce genre d'action, c'est vraiment de véhiculer un message au-delà du conceptuel chez la personne. Donc l'oiseau, lui, il est plutôt dynamique. On voit la couleur, il est dans une posture comme s'il était prêt à s'envoler ou comme s'il était en train de piailler, donc c'est quelque chose qui est plutôt stimulant. On peut se dire, si on avait choisi une colombe blanche couchée dans un nid, je crois que c'était le logo de Danone ou Nestlé à un moment donné, quelle est l'humeur? Là, on a quelque chose de plutôt calme. Mais si on prend cet oiseau-là, il est plutôt dynamique. Si j'avais choisi, je sais pas, un corbeau qui piquait en plein vol sur un lapin, l'humeur aurait été dynamique mais plutôt négative, etc., etc. Donc vous aussi avec vos logos, vos communications, même n'importe quel visuel, vous pouvez vous demander quelle humeur je suscite chez mon destinataire et comment je peux, est-ce qu'elle me convient et si oui je la garde et si ça me plaît pas tout à fait parce que j'ai envie que le destinataire soit stimulé et là il a l'air plutôt flat à la vue de cette communication, qu'est-ce que je peux changer dans ma communication pour avoir un effet de levier sur ce facteur. Le troisième plan, c'est l'affectif. L'affectif, en fait, c'est le degré d'attachement. Il y a des marques qui ont un affectif plus fort que d'autres. C'est pas du tout obligatoire d'en avoir. Voilà. C'est juste que pour certaines marques, c'est quelque chose d'important. En fait, l'attachement, c'est pas l'amour, hein, parce qu'on peut être très attaché à quelque chose ou à quelqu'un sans l'aimer et vice versa. Enfin, le vice versa est plus compliqué. Et par exemple, Ronald de McDonald's, on peut le détester, mais en même temps, c'est un personnage assez attachant, c'est-à-dire qu'on y pense. Il y a quelque chose où il reste collé dans notre imaginaire assez longtemps. Donc souvent, le degré d'attachement, il est très fort quand on a une mascotte, un petit personnage ou Mamie Nova, il y a une amie, là le degré d'attachement est fort, même si on n'adhère pas du tout au concept. Mais une marque qui est très abstraite, sans personnage, sans mascotte, sans signe vraiment distinctif, le degré d'attachement sera quasiment nul. Ici, Twitter, le degré d'attachement est assez fort. On a une mascotte qu'on peut décliner, donc la marque pénètre dans l'affectif des gens. L'émotion, c'est encore différent. L'émotion, c'est la joie ou la peine. Voilà, vous voyez, il y a quand même trois niveaux qui sont proches mais très différents. C'est l'humeur, le thymique, l'affectif, l'attachement et l'émotion. Twitter véhicule plutôt une émotion joyeuse. Et enfin, le sensoriel, est-ce que des sens sont sollicités? Est-ce qu'à la vision du signe, je sens quelque chose, j'entends quelque chose ou je vois? Là, Twitter, on peut imaginer qu'on entend des bruits de gazouillis. Et ça tombe bien, puisque Twitter, ça veut dire gazouiller. Donc finalement, on a un logo qui est assez cohérent, un peu infantilisant, mais finalement, dans l'univers Internet des réseaux sociaux, c'est pas complètement antinomique avec le reste de l'environnement, et qui est très cohérent autour de cette notion de communication légère et rapide du gazouillement.
Donc, 3 plans également pour analyser un message. Le plan visuel, c'est tout ce qui est plastique et figuratif. C'est la première chose à laquelle on peut s'intéresser quand on a une communication. C'est aussi le plus facile, c'est-à-dire vraiment les formes et les couleurs, qu'est-ce que ça me dit, grâce à tout ce qu'on a vu au-dessus. L'aspect linguistique, donc là c'est les mots, leur syntaxe, leur sonorité, c'est-à-dire que même si on n'a pas d'image, on peut faire l'analyse sémiologique d'un texte grâce à ça. Et enfin l'aspect typographique, qui fait partie du visuel, mais qui est quand même différent, c'est-à-dire vraiment l'étude des caractères, la taille, la police, la graisse, la couleur, tout ça va avoir un sens. Quand une marque change de typographie, même un tout petit peu, ça peut vraiment avoir un impact assez fort sur le sens qu'elle véhicule à travers ses communications. Alors là, je vais attaquer l'outil préféré du sémiologue. J'espère que je ne vous ai pas perdu, mais j'ai l'impression que tout le monde est là. Le carré sémiotique. Donc ça, c'est vraiment le meilleur ami de celui qui veut analyser une communication. Pourquoi? En fait, le carré sémiotique, c'est ce qui nous permet de définir des cartographies, des territoires de marque. Ça, vous avez sans doute tous entendu parler de ce que c'est un territoire de marque. Même en politique, par exemple, c'est très intéressant de voir les différents territoires. Donc nous, ici, on s'intéresse plutôt à des produits. Et en fait, tous ces produits-là, toutes ces marques se définissent les unes par rapport aux autres, par rapport à des valeurs qu'elles déterminent. Comme je disais au début de la présentation, il n'y a de sens que dans la différence. Donc même sur un même marché, il faut communiquer différemment et avec des valeurs différentes. Alors où on a des valeurs différentes, ou on les dit de manière différente. Il y a 2 leviers d'action. Et le carré sémiotique nous permet de réfléchir justement à ce qu'on ne dit pas, à l'opposé de ce qu'on dit. Ça nous permet effectivement de nous repositionner nous-mêmes et de mieux comprendre les messages qu'on véhicule. Alors là, je vous donne un exemple très théorique pour voir comment le carré fonctionne. En fait, le carré met en contrariété 2 termes différents. Ici, je prends oui et non. C'est très simple à comprendre. Oui et non. Après, on a le terme non des. Non, non. C'est-à-dire, qu'est-ce qui n'est pas non, c'est pourquoi pas. C'est pas oui, c'est juste pourquoi pas. C'est-à-dire tout sauf non. Il y a une relation de contradiction. L'inverse par rapport au oui, non oui, sans doute pas. C'est abstrait, hein, mais bon, ça vous permet de comprendre au départ. Voilà, ça vous donne une idée. Alors maintenant, j'espère que je vous ai pas trop découragé. On passe à quelque chose de plus glamour qu'on comprendra tous, les parfums. Alors, je vais vous présenter plusieurs exemples de communication assez récentes de parfums et on va voir comment on peut les opposer pour dessiner les territoires de marque. Le premier, cinéma, Yves Saint Laurent, on a quelque chose de très glamour, une femme avec d'autres hommes en soirée. L'ambiance est nocturne, on est dans quelque chose de très cultivé, des nœuds papillons de très sophistiqués. Cinéma, donc je vous laisse bien vous imprégner de ça. La deuxième, Flower de Kenzo. Donc là, on a un environnement urbain, en extérieur, avec une fleur et une femme un peu déconnectée de tout ça, mais qui est, enfin je veux dire, il n'y a pas de personnage autour d'elle, en tout cas, elle n'est pas en relation directe avec quelque chose d'autre. L'air du temps de Nina Ricci, donc là, un environnement très pur, très blanc, comme on disait tout à l'heure, le blanc, la pureté, tout ça, la légèreté, l'innocence. Là, le regard, vous voyez, c'est important de regarder où les personnages regardent. Le premier, elle regarde vaguement par terre d'un air un petit peu dédaigneux, intéressé. La deuxième, elle est vaguement fascinée. Celle-là, elle est complètement éthérée. C'est vraiment la révélation divine. Avec son parfum dans les mains, on a l'impression qu'elle va s'envoler et rejoindre un monde qu'on ne connaîtra pas. Et celui-là, le dernier, donc c'est un jardin sur le Nil d'Hermès, où là finalement la communication est en 2 parties. On a d'une part le produit qui est complètement dans la nature, et de l'autre côté la femme qui le porte sans doute, qui l'incarne, qui est dans un environnement naturel aussi, et décontextualisé, on ne sait pas exactement où elle se situe. Voilà donc les 4 communications. Alors j'ai décidé d'opposer plusieurs valeurs. La première, c'est la séduction. Avec cinéma, on est clairement, c'est la valeur numéro 1 du produit. La femme est sophistiquée, elle est dans un environnement culturel au code assez fort. J'ai envie d'y mettre en relation de contrariété la valeur de la nature.
Ça aurait pu être Yves Rocher aussi, par exemple. Là, on a une femme naturelle qui fait partie d'un tout, dans un environnement naturel. Alors, vous allez me dire, la contradiction, c'est pas la contrariété n'est pas la contradiction. C'est-à-dire qu'on peut aussi être dans la séduction et dans la nature à la fois. Là, j'ai pas mis l'exemple, mais si vous voyez le parfum Lolita Olympica, on a une femme à moitié nue avec une pomme dans la main dans un arbre. Là, on est clairement à la fois dans la nature et dans la séduction. L'autre exemple, Flower de Kenzo, je pense que c'est la non-nature. Alors, oui, on a un coquelicot, mais il est dans quelque chose qui est antinaturel. C'est-à-dire qu'il est dans un environnement urbain. Quand on regarde le pack du parfum, le coquelicot est emprisonné dans la bouteille. Donc finalement, cette nature-là est dénaturée. Donc je la mets en contradiction avec un jardin sur le Nil où on a la femme dans la nature. Là, on a la nature chez la femme, dans l'environnement urbain de la femme. Et l'air du temps de Minariti, j'ai envie de dire que c'est la non-séduction. Pourquoi? Parce qu'on a une femme ange, donc l'ange n'a pas de sexe. La femme est au-dessus du monde, elle paraît pure et vierge, ce qui est complètement en contradiction avec la femme de cinéma qui est entourée par, laissez-moi compter, 5 jeunes hommes charmants en costard avec un nœud papillon. Donc je pense qu'on peut opposer ces deux choses-là. Donc là, vous voyez, avec deux valeurs au départ, par déduction, on a dessiné 4 territoires de marque avec des codes différents. Et si par exemple demain je souhaite faire un parfum autour de ces valeurs-là, je me dirais d'accord, si je me situe dans la séduction, je vais être sur le territoire, entre autres, de cinéma d'Yves Saint Laurent, comment je vais parler de la séduction différemment, comment je vais être captivant et différencié. Alors maintenant, parlons de l'ergonomie visuelle avant d'attaquer la partie qui nous intéresse concernant les emailing. L'ergonomie, en fait, c'est pas la sémiologie, mais c'est indifférenciable. Comme je vous disais tout à l'heure, le rouge signifie l'interdit aussi parce qu'il est visible. Donc l'ergonomie, c'est vraiment la visibilité d'une communication. Alors, pour être visible, c'est le visuel qui capte le plus l'attention. Clairement, c'est ce qu'on voit avant de lire, on voit les formes et les couleurs. Donc en fait, là, dans les deux exemples que je vous mets, on voit que c'est très visible. Pourquoi? Parce qu'il y a des couleurs, il y a peu de couleurs, elles sont opposées. Sur le vertigo, par exemple, il y a un effet un peu d'illusion optique qui nous entraîne. Et sur celle de droite, il y a des formes simples. Donc d'un point de vue des sciences cognitives, comme on voyait au début, le cerveau identifie en priorité les formes simples. Quand on est un enfant, on identifie des cubes, des carrés, le jaune, le rouge, avant d'aller dans les couleurs complexes comme le violet et les vagues, par exemple. Donc là, on a des formes simples et en plus, on a une anomalie, c'est-à-dire que la langouste, il en manque les 3/4. Donc finalement, le cerveau identifie aussi en premier ce qui ne va pas, ce qui est étrange, parce qu'il veut nous protéger. Ça, c'est une partie assez amusante des recherches en neurologie. Finalement, on voit que si je fais ça, d'un coup, vous avez sans doute sursauté et vous avez vu ça en premier. Finalement, ma main est source de danger, donc vous la repérez immédiatement. Un objet qui est sur le point de tomber, aussi, votre œil va le voir en premier. Quelque chose qui fait des angles, aussi, vous pouvez vous cogner, vous pouvez vous faire mal, ça peut être dangereux, votre œil va le remarquer aussi. Donc, si vous souhaitez être remarquable et remarqué, pensez à ça. Par exemple, à mettre sur vos photos votre main à côté, parce que finalement, votre cerveau va l'identifier assez rapidement. Les angles, là, vous voyez, c'est juste le personnage qui est dans une posture assez angulaire. Et si vous regardez bien sur les pages de couverture des magazines, c'est pas rare que les mannequins aient des formes très angulaires et votre œil les repérera en premier. Les formes décentrées, aussi, l'œil a tendance à replacer au milieu ce qu'il ne l'est pas. Donc là, on voit deux enfants en mouvement. Et vous voyez, la petite fille qui est à gauche, elle est excentrée. Et finalement, l'œil, sans que vous vous en rendiez compte, la place au milieu. Et en plus, c'est dans le sens de circulation du véhicule. Donc ça donne encore plus de dynamisme à la photo. Si le couple avait été absolument centré, ça aurait été beaucoup plus statique. Alors que là, le fait qu'il y ait également de l'espace à droite, notre œil fait le mouvement lui-même. Voilà. Donc c'est ce qui donne aussi l'intérêt de la photo.
Le regard dialogal, c'est le regard qui vous parle, la personne qui s'adresse à vous. Si je vous regarde dans les yeux, vous aurez du mal à m'éviter. Si je regarde ailleurs, vous allez être moins captivé. En même temps, le regard dialogal est intrusif. C'est-à-dire que sur vos communications, faut pas en abuser selon le produit duquel vous parlez. C'est-à-dire que si le personnage nous regarde dans les yeux, il nous prend à partie et ça peut être dérangeant aussi. Donc, faut faire attention. Et ensuite, bien sûr, il y a des personnages qui attirent plus l'attention que d'autres. Les enfants en font partie parce qu'ils sont vulnérables et ils appellent l'instinct maternel qui est présent chez quasiment tout le monde. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très fort. Et aussi, là, au niveau de la typographie et des formes, on a un aspect ergonomique fort. Vous voyez, Baby Boom, il est utilisé avec des couleurs différentes, et ça, on le remarque tout de suite. L'exception visuelle, si par exemple, j'écris Megan, mais je retourne une lettre, l'œil va le regarder tout de suite. Pourquoi? Parce que comme je disais tout à l'heure, ce qui n'est pas normal attire l'œil en premier. Donc, via la typographie, on peut agir sur l'ergonomie, mais aussi via le rythme, la syntaxe, le discours est différent. Alors, maintenant, appliquons tout ça aux emailing. Voilà, le premier exemple que j'ai choisi, c'est un email qu'Espace Direct a fait il y a un petit moment pour les SEC. Donc là, c'est pour faire la promotion du programme Management Général. Donc, c'est une formation qui est destinée aux cadres de 40-45 ans, qu'ils soient hommes ou femmes, qui lui permet de dynamiser la seconde partie de sa carrière. Donc là, le sens de lecture, vous voyez, il y a une diagonale dans la lecture et le visage du personnage est décentré. Donc l'œil le remet au milieu, donc il attire l'attention. En plus, il nous regarde dans les yeux, donc il capte complètement notre attention. L'exclamation, donc là c'est au niveau de la syntaxe, une phrase exclamative ou interrogative aura toujours plus d'impact qu'une assertion qui pourra être plate. Donc ça, quand on peut l'utiliser, c'est bien. Évidemment, abuser de tout ça, ça serait trop, parce que trop d'exclamations, ça fait promotionnel, et c'est pas forcément les valeurs qu'on a envie de véhiculer. Mais sachez qu'il n'y a pas de, comment dire, c'est très intéressant d'utiliser ça avec parcimonie dans ces communications. Les puces, ça permet de structurer le discours. Ce qui est important pour être compris dans une communication, c'est de hiérarchiser l'information. Et effectivement, dans l'emailing, la personne regarde l'emailing peut-être une seconde ou deux et l'œil vraiment parcourt le message. Donc les puces, ça lui permet de l'aider. Je veux dire, le plus on aide le lecteur, les meilleurs retours, meilleurs les retours seront. Donc finalement, ces puces avec des couleurs différentes captent l'attention et permettent de lire très rapidement le texte. Voilà. Et là, le bouton de clic aussi qui change de couleur, il y a un contraste. Donc ça, c'est important puisque c'est ça qui va inciter à l'action pour cliquer et aller sur la page 2. Le deuxième exemple, c'est Stage. Donc là, le personnage nous regarde dans les yeux et là, il va plus loin puisqu'il s'adresse à nous directement. Il est citant entre guillemets, pour moi, fini le cauchemar des impayés. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui nous parle directement. Donc la communication est vraiment très catchy puisque nous, quand on le voit, on se dit, oh là là, il me parle. Donc on est immédiatement concerné. Donc voilà les deux points forts de la communication, mais aussi le possessif, découvrez vite ma solution. Donc là, on entre dans le côté affectif, quand on voyait tout à l'heure le degré d'attachement. Finalement, quand on dit ma solution, c'est la mienne, ça peut être la vôtre, on crée un lien affectif entre la marque et les destinataires. Et l'urgence qui est toujours utilisée pour inciter à l'action ou dans les codes promotionnels, découvrez vite, profitez immédiatement. Voilà, tout ça, toutes ces notions temporelles-là ont un rôle à jouer dans un emailing. Et le dernier exemple que je veux vous montrer, c'était les langues. Donc là, c'est la création de la marque avec sa mascotte. Les points forts, toujours pareil, l'implication. Soignez votre anglais. Là, on me prend à partie non par le regard, non par le discours direct, mais parce qu'on parle de mon anglais directement. Donc, c'est à moi qu'on s'adresse. Donc, j'écoute toujours plus quand on s'adresse à moi comme un enfant unique que quand on s'adresse à mon voisin ou à tous les Français en même temps. Je me sens plus valorisée. Le comique de l'image, évidemment, tout ce qui est comique, s'il n'est pas en contradiction avec le reste du message de la marque, crée un attachement aussi. La personnification,
L'anglais ici, c'est un anglais, donc forcément c'est drôle, et forcément ça parle plus qu'une notion abstraite, ça parle plus qu'un drapeau anglais, qui parle déjà plus lui-même que le mot anglais tout seul. Voilà, le personnage, c'est vraiment le signe le plus immédiat pour véhiculer quelque chose. Le vert et rouge, ce qui est intéressant dans les contrastes de couleurs, c'est les contrastes de quantité, qu'on a un grand aplat et une petite couleur à côté, et aussi les contrastes chaud-froid qui détonnent beaucoup. Donc ça, ça attire l'œil immédiatement. Et la gratuité, dans un emailing, si on peut jouer la carte de la gratuité ou de l'offre ou de la promotion, c'est important. Parce qu'on voit que le destinataire clique et est toujours plus intéressé par quelque chose qui est gratuit ou la bonne affaire. Voilà. C'est simple et efficace. Enfin, les chiffres. 300 000 stagiaires, 15 000 entreprises formées. Des chiffres, même si finalement c'est rare, on se dit vraiment qu'est-ce que ce chiffre-là représente. Le fait de le lire, ça donne quelque chose de concret et d'immédiatement visible pour le lecteur. Donc si on peut utiliser des chiffres, même le 7 jours gratuit, il y a des chiffres qui parlent plus que d'autres, des chiffres auxquels on est plus attaché. 3 par exemple. Si vous dites 99 € par rapport à 100, bon c'est un truc connu mais ça marche toujours mieux. Les chiffres ont un vrai pouvoir qu'il est important d'utiliser quand c'est possible. Et enfin la flèche de la souris, là c'est pas la flèche de l'ordinateur, c'est une flèche qui est intégrée à la création, qui permet de désigner et d'attirer l'œil immédiatement sur le bouton de clic et pour passer à l'action. Donc autant d'outils finalement qu'on peut utiliser pour optimiser ces créations. Vous voyez, le fait de mettre la flèche de la souris, c'est pas grand-chose, mais ça peut rajouter vraiment quelque chose au message. Alors, que retenir? Parce que là, j'ai donné beaucoup d'informations. Vous avez été très sage, je ne vois pas de questions pour l'instant. Mais que retenir de tout ce que je vous ai dit? Première chose, parce que ça m'est personnellement cher, mais aussi parce que c'est très efficace, soignez le texte. Plus vous aurez des formules efficaces, des slogans accrocheurs, et mieux votre message sera retenu. Surtout dans un email où il n'y a pas beaucoup de texte. Il faut en dire peu, mais le dire bien. Donc, c'est vraiment très important de passer du temps là-dessus. Privilégier l'implication du destinataire. Il faut le rendre unique et se démarquer du flot de messages qu'il reçoit à travers l'objet. Si vous dites Monsieur Dupont, profitez vite, c'est toujours mieux que ma marque vous offre pendant quelques jours. Voilà, c'est toujours bien de personnaliser ces messages dans le mail ou dans l'objet. Hiérarchiser l'information, ça c'est valable pour la landing page, c'est vraiment important de mettre peu d'informations, mais en plus de la hiérarchiser à l'aide de puces, à l'aide de couleurs, en graissant le texte, vraiment utiliser tout ce que le graphisme met à notre disposition. Jouer sur les couleurs, voilà, les contrastes, les puces, les pastilles. Choisir une image qui parle, tout en restant professionnel, bien sûr. Mais entre deux images, si vous hésitez, vous demandez-vous toujours laquelle attire le plus l'attention et laquelle est en meilleure cohérence avec les valeurs de ma marque. Éviter le bruit sémiotique, ça c'est une expression assez poétique pour dire que dans un message, parfois il y a forcément, comme on l'a vu, les signes ont plusieurs sens et forcément parfois deux signes entre eux seront un peu contradictoires. Mais c'est pas si grave la plupart du temps. Mais si la contradiction est trop forte, ça crée du bruit, c'est-à-dire que le message est flou et perd de son intensité. Donc ça, essayez d'éviter, surtout dans un email où il y a peu de signes à mettre à disposition du destinataire. Essayez d'être direct et d'utiliser des signes qui convergent dans la même direction. Puisque aussi le sens, plus il est répété, plus il a de chances d'être compris rapidement. Construisez un message cohérent avec votre identité. Donc ça, c'est important, bien sûr, c'est même la base de la communication. Voilà, donc si vous avez des questions, et j'espère que vous allez en avoir quelques-unes, vous